Alors, quelle est l'avancée dans notre pays, en France, des conférences familiales je l'ai dit, hein, le démarrage était vraiment compliqué depuis 2001 qu'on se préoccupe de ça, quelques-uns. Ça va mieux, hein, donc c'est pas encore la vitesse du TGV, mais là on a la vitesse du petit tortillard qui circule sur une petite voie de chemin de fer dans un pays montagneux depuis à peu près 2013. C'est le moment où les pouvoirs publics commencent à s'y intéresser. Le ministre de la Ville de l'époque demande un rapport à des sociologues, Baquet, Mekmash. Ils produisent ce rapport intitulé « Ça ne se fera plus sans nous ». Hein, le titre est métaphoriquement évocateur. Et là, dans leur rapport, ces deux chercheurs vont développer la notion d'empowerment. Hein, vraiment parler de l'empowerment dans des termes tout à fait heuristiques, dynamiques. Et il me semble que c'est un point de départ. Et quelques temps plus tard, des départements vont à leur tour vraiment montrer leur intérêt pour les conférences familiales. Et en 2015, on va organiser des journées de sensibilisation. Les premières formations vont avoir lieu et envisager des expérimentations pilotes qui vont commencer vers 2017. Là, dans plusieurs départements. Alors, ceux que je connais, moi, je connais pas tout ce qui se fait en France. Je parlerai plus particulièrement de l'Essonne, de l'Ardèche, de la Gironde et puis du Nord. À partir de 2017 apparaissent également la création de collectifs de coordinateurs en Ardèche, en Gironde. Le mouvement citoyen auquel je contribue en lançant l'association dont j'ai parlé, des citoyens coordinateurs de conférences familiales, donc des coordinateurs bénévoles. Il y a une mise en marche. Hein, plusieurs formations sont en cours de réalisation là, des associations qui sont demandeuses, la sauvegarde de Savoie, l'association plurielle dans la Drôme, le département du Maine-et-Loire. Hein, des actions sont prévues de ma part, hein, des formations de coordinateurs avec des lancements de programmes pilotes par la suite. Encore une fois, pour ce que je connais, je sais qu'il y en a d'autres. Il y a 3 pionniers en France hein, qui développent les conférences. Hélène Van Dyck, qui depuis 2005 développe les conférences familiales dans les Pyrénées-Orientales, en Gironde, dans Loire-Atlantique. Elle travaille avec les apprentis d'Auteuil, l'association des apprentis d'Auteuil, et elle a fondé l'association en question de justice. Second acteur qui développe les conférences depuis longtemps, depuis 2001, c'est Mohamed Lousni, qui est directeur de l'association Rétis en Savoie et qui développe un mouvement autour des conférences, notamment avec le département du Nord. Pour ma part, je suis troisième personne m'étant intéressé aux conférences depuis longtemps, 2001, et là je développe en Ardèche, en Essonne, et puis dans les sites que j'ai évoqués, dans lesquels de nouvelles formations vont avoir lieu. Je vais développer plus particulièrement 2 démarches dans lesquelles je me suis impliqué et dans lesquelles je poursuis mes efforts actuellement. L'expérience ardéchoise et puis l'aventure essonnienne, si je puis dire. L'expérience ardéchoise, c'est pour moi l'expérience fondatrice, hein, puisque je deviens coordinateur en Ardèche. Hein, c'est là que je coordonne mes 2 premières conférences familiales. Alors ça commence en 2015, l'aventure ardéchoise, avec une partenaire, Anne-Claire Campez, qui est directrice de l'un des 4 territoires d'action sociale du département de l'Ardèche. Je la connais depuis 2002, je lui parlais des conférences familiales à cette époque, ça nous avait beaucoup intéressés tous les deux, et puis là elle a pris des responsabilités, et là
elle a aussi une oreille favorable de sa hiérarchie, et elle va effectivement avoir en charge de développer un projet d'expérimentation. On va faire une première journée de sensibilisation avec un public de 150 à 200 personnes, des travailleurs sociaux, du département, des partenaires. Ça va prendre. On sera plusieurs formateurs à venir animer cette journée. En 2016, Hélène Van Dyck va faire une première formation, une sensibilisation plus développée. En 2017, le département prend la décision de tenter les premières expérimentations. Et c'est là que je propose bénévolement en tant que chercheur, de coordonner ces 2 premières conférences, et ce qui après va me faire découvrir tout le sens et l'importance qu'il y ait aussi des coordinateurs bénévoles dans ce mouvement des conférences familiales. Et en 2019, le département de l'Ardèche me confie la première formation de coordinateur pour ce département, et pour moi aussi d'ailleurs, c'est une grande première, avec la perspective de former 14 coordinateurs pour ensuite faire au moins 14 conférences familiales, voire 20, avec une supervision de ma part. Donc c'est en cours, c'est en cours. Les conférences certaines ont été réalisées, d'autres sont en cours de lancement. C'est pas facilité par l'épidémie du Covid-19, évidemment. Mais enfin bon, les coordinateurs ardéchois s'accrochent, et je les y encourage vivement. Corollaire à cette aventure de terrain en Ardèche, je propose au département 07 d'écrire un article sur les travaux qui ont été faits. Alors, on va avoir beaucoup de chance, parce que l'une des 2 conférences que je vais coordonner en Ardèche regroupe vraiment tous les instants clés de la conférence familiale, de ce que j'en ai appris dans mes lectures, dans mes formations, et je vais me passionner à la rédaction d'un gros article qui fait plus de 40 pages. Le support éditorial, je l'ai, c'est les cahiers de l'actif, là encore, puisque le rédacteur en chef, Jean-Pierre Cinquin, qui est devenu depuis directeur de la structure, est toujours aussi sensibilisé, et quand je lui parle de ce gros article, ben oui, il le publie, et là, c'est un article dans lequel je fais partager à la fois des émotions très fortes que je ressens comme coordinateur, l'expérience clé que c'est pour moi, mais aussi mon témoignage de la mise en œuvre de ces techniques, afin de faire de cet article un outil de formation pour les futurs coordinateurs. Donc cet article est disponible sur mon site, également en téléchargement gratuit. Je vais vous parler aussi de l'aventure essonnienne. Alors l'Essonne, c'est le territoire dans lequel je suis implanté. Je comprends en faisant mes 2 premières conférences familiales en Ardèche que le coordinateur, faut pas qu'il habite à 600 km des familles, faut qu'il soit sur le secteur, pouvoir refaire 1, 2, 3 visites qui n'étaient pas prévues pour revoir les gens. Là, je vais pas pouvoir le faire en Essonne. Heureusement, les référents sont des gens extraordinaires, et ils vont vraiment prendre le relais et faire à ma place certaines choses que j'aurais dû faire moi. Mais je veux dire, tant qu'à faire d'être coordinateur familial, autant que je sois sur le territoire où j'habite, en Essonne. Et donc, je vais essayer de développer ça en Essonne. Je vais avoir énormément de mal. Alors, je commence en 2018, je prends des contacts avec tous les gens que je connais en Essonne, pas mal de relations, d'amis, de partenaires, j'ai contacts, on fait des conférences familiales, j'ai constitué mon association de coordinateurs bénévoles, voilà, je vais la présenter, on me reçoit, toujours avec bienveillance, les gens seront très très intéressés. Ah oui, vraiment bien ces conférences familiales. Alors après, au moment où je dis, vous n'avez plus qu'à mettre en présence d'une famille, personnes pour lesquelles ça serait intéressant, là, plus personne. Là, vraiment, je vais pas avoir de réponse. Pendant 2 ans, l'association sera créée, il n'y aura aucune conférence familiale. En 2018, je prends contact avec la Maison des Solidarités à Palaiseau. Je rencontre des gens vraiment motivés. Ils ont compris, assistantes sociales, psychologues, chefs d'équipe,
Et tous ces gens-là ont compris et ils vont vraiment faire des pieds et des mains pour que ça puisse se faire. Hein, et on va y arriver, mais ça va pas être facile. Il va y avoir X moult réunions et discussions avant que ça puisse se mettre en place. Y compris des journées, on va m'inviter à des journées, je vais aller à la maison des avocats, parler devant des auditoires de 60 personnes, des gens toujours très intéressés. Mais derrière ces journées, ces moments de tchatch, au niveau des actes, il va pas y avoir grand-chose. Et puis en 2019, je vais solliciter Laurent Hoth, hein, on connaît Laurent Hoth, éducateur à l'origine, auteur d'excellents ouvrages, notamment dans l'approche du travail communautaire avec les familles, grand connaisseur de l'empowerment, et qui dirige l'association Intermède Robinson, qui est implantée à Chilly-Mazarin, à côté de chez moi. Je parle des conférences, je lui en avais déjà parlé, je lui ai dit, mais est-ce que tu ne pourrais pas trouver une famille? Et Laurent Hoth va mobiliser son équipe, et en 15 jours, ça va être réglé. En 15 jours, il faut apporter une famille, et on va commencer cette grande aventure avec Intermède Robinson. Un peu plus tard, la démarche avec la Maison des Solidarités de Palaiseau va aboutir. Hein, en 2020, il va y avoir une conférence qui va être mise en œuvre. L'équipe reste déterminée et on va arriver à la mettre en œuvre. Malheureusement, je regrette ça parce que vraiment cette conférence était pour une personne pour laquelle ça aurait été vraiment, je suis persuadé, une très bonne chose, mais à ce moment-là, arrive le Covid-19, le confinement, et ça va casser la dynamique, et malheureusement, cette conférence-là, pour l'instant, elle est arrêtée. Mais je pense qu'ils vont arriver à trouver une autre famille, ils restent déterminés. Alors, effectivement, je peux en témoigner, hein, il y a un réel intérêt dans les territoires français, mais toujours beaucoup de réticences qui viennent finalement beaucoup des professionnels, quoi. Je me suis adressé à des auditoires. Une fois que j'ai fait mon petit speech sur ce que c'est que les conférences, j'ai des questions. Alors j'ai l'impression que c'est un bombardement de questions voyons toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Vraiment l'approche française du verre à moitié vide, quoi. Non, ça ne peut pas marcher parce que. Et alors, simplement, j'ai pu dire à mes auditeurs, mais est-ce que vous pouvez envisager des raisons pour lesquelles ça peut marcher, hein? Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Hein. Je repense j'ai fait comme ça une intervention au tribunal de Créteil, une 50aine de personnes. J'avais l'impression d'un grand oral. Ça a duré 5 heures. Et les gens, ils étaient pas méchants, ils étaient gentils, mais c'était que des questions sur, mais non, alors ça peut pas marcher pour ça. J'étais épuisé, et puis j'ai l'impression que c'était stérile, quoi, parce que, si on peut pas arriver à envisager les raisons pour lesquelles ça pourrait peut-être marcher, effectivement, c'est difficile d'y aller. Je repense à ce principe assez fantastique, hein, du rapport entre le pessimiste et l'optimiste. C'est une phrase qu'on attribue à Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Alors voilà, les conférences familiales pour notre pays, avec la crise qui frappe l'action sociale depuis des années, c'est une fantastique opportunité. Hein. Si on n'y voit qu'une difficulté, c'est sûr, on va pas y aller. Le terrain approuve, mais du bout des lèvres, fondamentalement, il résiste. Je repense à cet échange avec un directeur d'association en Essonne, hein, un gars que j'avais rencontré, qui était ouvert et sympathique, hein, il se montrait assez convaincu de l'intérêt des conférences familiales. Moi, je me présentais en tant que coordinateur de mon association de coordinateurs bénévoles. Il suffit que vous adressiez une famille, hein, puis on peut commencer. Oui, je vais voir ça avec mon équipe. Et puis j'ai eu quelques temps plus tard au téléphone, et là, j'ai dit, mais alors où on en est? Il parlait d'une famille. Oui, mais écoutez, mais j'attends la diffusion d'un appel à projet du département pour envisager de confier une famille. C'est pas possible. Enfin, il n'a pas compris, quoi. Enfin, ou alors c'est moi qui comprends rien, mais enfin bon, il suffit qu'un directeur dise à une éducatrice, là pour cette famille-là, on peut faire une expérimentation, on suit ça de près, et puis on verra après pour le formaliser. Enfin, peut-être je suis naïf, hein, mais je tout de suite passé par
l'institutionnalisation massive, des appels à projets, des rédactions pléthoriques. Je me dis mais non, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est une des raisons aussi pour laquelle je me suis engagé dans l'aventure des CCCF, les citoyens coordinateurs de conférences familiales. Je pense qu'il ne faut pas laisser complètement l'initiative aux institutions, hein. Sinon les conférences familiales, le mouvement des conférences familiales en France va se retrouver atteint par l'institutionnalite. On connaît bien cette maladie qui fait que les fonctionnements institutionnels, au bout d'un moment, noyotent la clinique, la force clinique des dispositifs en faveur des personnes en difficulté. C'est clairement ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Zélande, hein. J'en ai eu des informations récemment en Nouvelle-Zélande où les conférences familiales sont entrées dans les dispositifs d'action sociale d'une façon parfaitement réglementaire, hein. C'est-à-dire que depuis 1989, hein, les lois de protection de l'enfance néo-zélandaise, on ne peut pas placer un enfant sans qu'il y ait une conférence familiale. Il y a des services de coordinateurs de conférences familiales qui interviennent, qui sont reconnus. Et quand je parle d'institutionnalité, c'est que récemment j'ai appris que, pour des raisons probablement de charge de travail ou de conditions de travail, les coordinateurs ont fait pression pour que le temps familial privé soit supprimé en conférence. Or, c'est la substantifique moelle de la conférence, c'est le temps familial privé. Effectivement, hein, sur un plan purement formel, on peut la supprimer, hein, puis on fait la conférence sans ça, ça fait toujours 1h30 de gagner. Mais on y perd absolument l'âme de la chose, si j'ose dire. Et l'institutionnalité, c'est ça. Donc je me suis dit qu'en France, tant qu'à faire, constituons une instance un peu de gardien du temple, hein, des gens non liés par des contraintes institutionnelles qui peuvent garder l'essence même de ce que sont les conférences familiales. C'est une ambition, c'est la mienne avec les membres de l'association. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup, on est 3, dont 2 coordinateurs formés, mais bon, j'espère que ça va se développer. Autre réticence qui me paraît quelque peu consternante. Certains professionnels s'opposaient aux conférences familiales, considérant que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Ben oui, une conférence familiale, ça va souvent avoir lieu un samedi. Ah oui, c'est les personnes concernées qui décident quand la conférence a lieu. Les familles, il y a des gens qui travaillent aussi, hein, donc on va la faire le samedi. Alors là, il y a une partie des travailleurs sociaux qui vont dire non, enfin qui vont le vivre probablement hein, comme une atteinte aux droits du salarié dans un secteur social ouvert. Alors là, bon, je pense qu'il faut être très clair. Hein, faut être très clair. Il n'y a pas de conférence familiale s'il n'y a pas une part de don de soi. Hein, le don de soi. Hein. Bah oui, c'est pas forcément écrit dans les conventions collectives, mais il y a du don de soi. Hein. Donc si effectivement les professionnels sont extrêmement pointilleux sur le remboursement d'un ticket de tramway ou l'octroi d'heures de récupération, non, il faut pas qu'ils fassent de conférences familiales, quoi. Donc là, je considère moi que cette part de don de soi, c'est une condition indispensable et que, en termes de conférences familiales, c'est à prendre ou à laisser.